Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Gaza brûle, l'armée frappe d'une main de fer. Ce sont les mots du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, à l'aube d'une nouvelle escalade de violence indigne. Ce matin, Gazaville est frappée de plein fouet par la phase finale de l'offensive israélienne, au même jour où une commission d'enquête de l'ONU accuse formellement Israël de génocide. On fait le point. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 16 septembre et l'armée israélienne a débuté officiellement son offensive terrestre, dite principale, à Gaza. Tout le territoire a été massivement pilonné dans la nuit de lundi à mardi, au lendemain de la visite de Marco Rubio à Jérusalem auprès de Benjamin Netanyahou. À cette occasion, le chef de la diplomatie américaine a réaffirmé le soutien des États-Unis à Israël dans, je cite, l'élimination du Hamas. Le Premier ministre israélien a quant à lui qualifié, ce dimanche 14 septembre, Marco Rubio de véritable ami d'Israël, ajoutant que sous la direction de Trump et de Rubio, l'alliance entre les deux pays n'a jamais été aussi forte. Le message est clair, les États-Unis offrent toujours un soutien indéfectible à Israël. Les récents bombardements de l'État hébreu sur le Qatar n'y changent rien. Le secrétaire d'État américain a balayé ces événements, remettant pourtant gravement en cause la stabilité régionale d'un revers de main, préférant regarder vers l'avenir. Si ce n'est complètement fermer les yeux sur cette attaque d'un quartier résidentiel de Doha, la capitale qatari, qui a tué 6 personnes, dont 5 membres du Hamas et un membre local des forces de sécurité. Nous nous concentrons sur ce qui se passe maintenant, ce qui se passera ensuite et sur le rôle que le Qatar pourrait éventuellement jouer pour parvenir à un résultat, a déclaré Marco Rubio. Le Qatar, médiateur régional clé dans les conflits, héberge depuis des années les hauts responsables du Hamas à la demande des États-Unis, offrant ainsi à Israël une ligne de communication directe avec le groupe militant qui dirige depuis longtemps la bande de Gaza. Cette attaque ne peut être qualifiée que de terrorisme d'État, une approche poursuivie par le gouvernement israélien extrémiste actuel qui bafoue le droit international, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Qatar. Il dénonce une attaque contre le principe même de la médiation et ajoute que l'agression israélienne imprudente et perfide a été commise alors que l'État du Qatar accueillait des négociations officielles et publiques au vu et au su de la partie israélienne elle-même et dans le but de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza. Ce dimanche, Donald Trump s'est dit très mécontent de l'attaque visant le Qatar, qu'il a décrit comme un très bon allié des États-Unis, constatant que Benjamin Netanyahou refusait d'écarter formellement de nouvelles frappes lors de sa rencontre le même jour avec le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio. Le président américain a durci son discours, affirmant que le Premier ministre israélien ne s'en prendrait plus au Qatar. Mais reste à voir si ces mots pèseront vraiment face à l'entêtement de Netanyahou. En attendant, Israël poursuit donc son opération génocidaire entreprise depuis bientôt 2 ans. La nuit dernière, Gazaville a été frappée par d'intenses bombardements, décrits comme massifs et incessants par les témoins sur place à l'AFP. Ce matin, Benjamin Netanyahou a annoncé le lancement d'une opération de grande envergure, je le cite. Dans les jours précédents, il avait rassemblé des dizaines de milliers de soldats pour préparer l'assaut. Selon les dernières estimations, quelques 650 000 habitants sont pris au piège dans la ville et la défense civile palestinienne met en garde contre un massacre majeur, je les cite encore. Ce projet mortifère supplémentaire du gouvernement israélien a été annoncé le 7 août dernier. Sur Fox News, Benjamin Netanyahou avait affirmé qu'Israël avait l'intention, je cite, de prendre le contrôle de Gaza sans toutefois vouloir la gouverner. Une manière de préparer l'opinion à une occupation militaire sans réelle responsabilité politique. Le soir même de la déclaration de Netanyahou sur Fox News, son cabinet de sécurité a validé le plan qui entérine le contrôle israélien de la bande de Gaza, le démantèlement du Hamas, la récupération des otages et l'instauration d'une administration civile choisie par Israël, excluant aussi bien le Hamas que l'autorité palestinienne.
Autrement dit, la mise sous tutelle complète du territoire sans horizon politique clair. Le lendemain, l'ONU a dénoncé vivement un projet illégal et contraire au droit international, rappelant la décision de la Cour internationale de justice qui exigeait la fin de l'occupation, mais ces mises en garde n'ont pas empêché Netanyahou de poursuivre sa fuite en avant. Ce plan, qui pourrait durer plusieurs mois et nécessiter une mobilisation massive de réservistes, vise notamment la conquête de la ville de Gaza, amorcée donc ce matin, mardi 16 septembre, ainsi que des camps de réfugiés. Depuis le début de l'offensive à Gaza, en octobre 2023, l'ancien chef d'état-major israélien, Herzi Halevi, a admis que Tsahal avait causé plus de 200 000 victimes palestiniennes, soit 10% de la population totale. Dans un enregistrement révélé par la presse, il confie n'avoir subi aucune restriction, pas même de l'avocate générale de l'armée. Ce chiffre, déjà effroyable et bien supérieur au bilan officiel de 60 000 victimes à ce jour, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il serait en plus largement sous-estimé. De nombreuses victimes restent sous les décombres ou dans des zones inaccessibles et le système hospitalier anéanti empêche tout décompte fiable. Des experts estiment que le bilan réel est bien supérieur. Selon une récente enquête menée par 3 médias et basée sur des données classifiées du renseignement israélien, les civils ont représenté plus de 80% des victimes. Un rapport universitaire basé sur des données israéliennes à nouveau et sur une analyse satellite estime qu'environ 377 000 Palestiniens ont disparu à Gaza depuis octobre 2023, soit près de 20% de la population. La moitié des habitants de l'enclave ayant moins de 18 ans, cela signifierait que plus de 150 000 enfants figurent parmi les victimes potentielles de ce conflit. Sinistre hasard du calendrier, alors que Netanyahou a lancé son offensive terrestre sur Gazaville ce matin, une commission d'enquête de l'ONU accuse directement Israël de commettre un génocide à Gaza, estimant que 4 des 5 critères définis par la Convention de 1948 sont remplis. Tuerie de masse, atteinte grave à l'intégrité des Palestiniens, conditions d'existence menant à leur destruction et entrave aux naissances. Le rapport cite les déclarations de Benjamin Netanyahou, Isaac Herzog et Yoav Gallant comme preuve d'intention génocidaire. Jusqu'ici, la commission de l'ONU parlait d'actes génocidaires. Cette fois, elle désigne clairement la réalité, sans détour. Évidemment, Israël a immédiatement rejeté cette enquête des experts des Nations Unies, considérée comme biaisée et mensongère. Sur place, le journaliste franco-palestinien Rami Abou Ramous dénonce un constat tardif et inutile. Ce qu'on veut, ce ne sont pas des mots, mais l'arrêt des massacres, a-t-il déclaré. Et effectivement, il est temps de dépasser les mots et les enquêtes. Derrière les statistiques et les discours politiques, c'est un peuple entier qui est visé, des enfants, des familles, des innocents, pris au piège d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Chaque bombe, chaque quartier détruit, chaque vie fauchée rappelle que la communauté internationale ne peut rester spectatrice. Soutenir Gaza, c'est exiger l'arrêt immédiat de ce génocide, la levée du siège, l'accès humanitaire et évidemment la protection de la population civile. Mais ce n'est pas suffisant. Israël doit aussi rendre des comptes pour ses crimes, pour ce massacre systématique qui remplit tous les critères désormais d'un génocide. L'heure n'est plus aux tergiversations diplomatiques. La justice, la solidarité et la pression internationale doivent se traduire en actes concrets pour sauver Gaza et ses habitants. Le peuple palestinien a le droit à la vie, à la dignité et à l'avenir, et il est de notre devoir de faire cesser immédiatement ce génocide. Le 22 septembre prochain, Emmanuel Macron devrait reconnaître officiellement la Palestine à l'ONU à New York, un geste diplomatique attendu de longue date qu'il décrit comme un chemin irréversible vers la paix. Notre reporter Amina Khalaj sera sur place pour le média pour vous faire vivre ce moment historique en direct. Donald Trump va-t-il lancer le macartisme 2.0 contre la soi-disant gauche radicale? C'est ce que laissent penser les annonces faites par J.D. Vance en vidéo, animant un épisode du Charlie Kirk Show depuis la Maison-Blanche. En réponse à l'assassinat de celui qu'il a décrit comme son ami, il a déclaré, je cite, « Il n'y a pas d'unité avec ceux qui célèbrent l'assassinat de Charlie Kirk, avec ceux qui financent ses articles, qui paient les salaires de ses sympathisants des terroristes. »
Pour le vice-président américain, les choses sont claires. Les gens de gauche sont bien plus enclins à défendre et à célébrer la violence politique, a-t-il déclaré. Donald Trump, lui, s'est dit favorable à désigner les Antifa comme une organisation terroriste. Stephen Miller, l'idéologue de la Maison-Blanche, parle quant à lui de mouvements terroristes intérieurs et désigne un vaste écosystème d'endoctrinement organisé. Dans le même temps, Donald Trump a aussi annoncé vouloir déployer la garde nationale, spécifiquement dans les villes démocrates, pour, je cite, lutter contre la criminalité. Après Los Angeles, suite aux récentes émeutes dont on avait déjà parlé dans le récap, elle vient d'être déployée à Memphis et le président américain désigne déjà Chicago comme future cible. La France accumule du retard sur le sujet de la transition écologique. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Cour des comptes, dans son premier rapport annuel sur la transition écologique, les magistrats expliquent que les résultats de l'État français pour affronter le problème sont insuffisants et alertent sur une situation environnementale dégradée, nécessitant une action urgente. Plus concrètement, la Cour préconise de fixer des objectifs par secteur de réduction de l'empreinte carbone au sein de la feuille de route nationale et de renforcer le rôle du secrétariat général à la planification écologique. Sur le volet budgétaire, il est estimé comme indispensable de, je cite, « mieux articuler les programmations climatiques et les finances publiques en renforçant la stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique présentée pour la première fois à l'automne 2024 ». Cette stratégie devrait, selon l'institution, être transmise au Parlement à chaque printemps. La Cour des comptes souligne que le coût de la transition écologique est bien inférieur à celui de l'inaction et que celui-ci va croître avec le retard pris dans la conduite des transformations. Comme l'antisémitisme, l'islamophobie explose elle aussi en France. Ce sont les résultats de la dernière étude de l'IFOP. Selon les chiffres de l'Institut de sondage, les 2/3 des musulmans vivant en France ont déjà fait l'objet de comportements racistes au cours des 5 dernières années. Ce taux monte à 76% si on ne prend en compte que la population musulmane se situant en dessous de 25 ans. Pour donner d'autres chiffres, l'IFOP estime également à 81% le nombre de musulmans estimant que le racisme à leur égard s'est aggravé depuis 10 ans. Plus concrètement, les actes islamophobes entre janvier et mai 2025 ont augmenté, eux, de 75%. Toujours d'après l'IFOP, le racisme religieux à l'égard des musulmans s'est généralisé en France. Ce phénomène massif de haine anti-musulmane crée logiquement un climat d'anxiété, toujours selon les résultats de cette étude, et de défiance vis-à-vis des institutions comme la police, les médias ou encore la politique. Alors il suffit d'entendre le ministre de l'Intérieur et des cultes crier à bas le voile en plein meeting pour comprendre cette défiance. En tout cas, le climat islamophobe a notamment coûté la vie à 2 personnes au printemps dernier, Aboubacar Cissé devant la mosquée de Grand Combe dans le Gard et Hichem Miraoui à Puget-sur-Argence. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que pour faire face aux médias des milliardaires et pour continuer à vous informer, le média a lancé sa riposte, une campagne de financement citoyenne. Alors parlez-en autour de vous et si vous le pouvez, rejoignez la lutte sur campagne.lemediatv.fr. Et puis abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur le Média.